bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle semaine. Alors aujourd'hui on va parler de 3 sujets. Le premier, on va parler des médicaments qui font grossir. Donc un sujet un petit peu, on s'y attendait pas à ce sujet. Moi je m'y attendais pas non plus à le traiter, mais j'ai vu une actu là-dessus et j'ai trouvé ça très intéressant d'en parler, puisque en France on est quand même de gros consommateurs de médoc. Alors c'est lié aussi au fait que qu'ils soient remboursés, tout simplement. Donc forcément il y a moins de friction que dans des pays où il faut les payer de sa poche. Ensuite on a en deuxième sujet on a le café pour les sportifs de précision, et vous allez voir à quel point la caféine peut être intéressante à ce niveau-là. Et en troisième sujet on va parler de dormir sans récupérer. Donc là, pareil, un sujet d'actualité que j'ai vu. Voilà, ceux qui se lèvent le matin en ayant l'impression de ne pas avoir récupéré. Donc on va voir un petit peu les 9 petits conseils qu'il donne. Alors ce sont des conseils à chaque fois, comme d'habitude, c'est très généraliste, mais peut-être que dans les 9 conseils, il y en a peut-être 1, 2 ou 3 que vous ne faites pas, et du coup, c'est peut-être sur cela qu'il vous faudra vous concentrer. J'ai produit un cours pour vous qui est sorti dimanche matin à 10h, qui s'appelle Mind Diet, donc c'est la nutrition du cerveau. Dedans, je parle de quoi est composé. Alors, en fait, c'est les chercheurs qui ont composé un régime qui s'appelle Mind. Donc c'est un régime qui est fait pour justement éviter le déclin au niveau cognitif, mais également on a des effets sur l'anxiété, la dépression, sur la perte de poids, sur la santé globale, sur l'inflammation, etc. Donc vous allez voir comment la Mind Diet peut vous rendre plus fort, d'ailleurs. L'efficacité pour la perte de poids, pour la psychologie de l'adulte, donc anxiété et dépression, tous les aliments et les quantités par jour, semaine. Donc les ratios, vous avez tout, je vous ai vraiment tout mis dedans. Donc l'avantage, c'est que, et comment l'adapter aussi au mode de vie fitness, parce que moi j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se passe partout, mais après comment on peut ramener ces conseils dans un mode de vie fitness. Donc ça, après, c'est la partie hors chercheur, c'est ma partie à moi, où justement je vous montre comment adapter ça dans votre quotidien. Donc inclus dedans, vous avez le cours vidéo qui dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure, il dure en général le cours en vidéo. Donc vous n'avez pas besoin d'être là une certaine heure, c'est du streaming, vous y avez accès quand vous voulez et autant de fois que vous voulez d'ailleurs. Et les notes en PDF pour comme ça au moins à la fin vous avez un petit récap pour avoir les conseils. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir, le lien est dans les notes de ce podcast. Vous cliquez sur les notes, vous verrez, j'ai essayé de le mettre un peu en surbrillance sur la page sur mon site pour que vous puissiez le trouver facilement. Voilà. Bon, on passe au premier article. Donc le premier article qui est les médicaments qui feraient grossir. Donc en fait, c'est un article que j'ai vu sur lanutrition.fr et le gros titre c'est « De nombreux médicaments influencent le poids, parmi lesquels antidiabétiques, antidépresseurs, antiépileptiques et antipsychotiques ». Alors là, il donne une liste en fait. Je vais commencer rapidement quand même par définir un petit peu ce que ça veut dire, ce qu'il voit derrière ça. Alors ces médicaments que je viens de citer, il dit ils sont censés vous soigner, mais la consommation de certains médicaments peut parfois faire grossir ou maigrir. Donc il y en a qui peuvent faire maigrir. Donc ils disent que des scientifiques de la Mayo Clinic, donc à Rochester, Minnesota, publient dans la revue Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism une liste des médicaments courants qui influence le poids des patients. La prise de poids ou la perte de poids est un effet secondaire qui peut être associé à différents médicaments, et les médecins doivent connaître ces effets secondaires lorsqu'ils prescrivent ces médicaments à leurs patients afin de les informer des risques pour qu'ils adaptent leur hygiène de vie. Ouais, parce qu'on imagine bien, donc là c'est moi qui parle, c'est plus ce qui est écrit, on imagine bien qu'une personne en surpoids pour qui le surpoids est un facteur de, par exemple, d'anxiété ou de dépression, si on lui donne un antidépresseur qui est catégorisé dans
la liste de ceux qui vont prendre du poids, c'est pas forcément la bonne technique, j'imagine. Donc ils disent après, les scientifiques ont mené une revue de littérature systématique et une méta-analyse pour faire une synthèse des médicaments couramment prescrits et associés à des changements de poids. Ils ont cherché sur les bases de données internationales des essais cliniques qui comparaient un médicament à un placebo et mesuraient les changements de poids. Donc le résultat, 257 essais cliniques randomisés portant sur 54 médicaments et 84 696 patients ont été inclus dans cette analyse. Un gain de poids était associé avec les médicaments suivants. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne à peu près la moyenne de poids pris avec ce genre de médicaments. Donc pour les antidépresseurs, on a l'amitriptyline avec une prise de 1,8 kg environ et le mirtazapine 1,5 kg de prix environ. Ensuite, en deuxième point, on a les antipsychotiques. On va retrouver l'olanzapine avec une prise de poids de 2,4 kg, le kétiapine ou la kétiapine, je ne sais pas comment on prononce, 1,1 kg et le risperidone 800 grammes quoi. Dans la catégorie des antiépileptiques, on va retrouver la gabapentine avec une prise de 2,2 kg. Et dans la catégorie des antidiabétiques, on va retrouver tolbutamide avec 2,8 kg, pioglitazone 2,6 kg, alors médicament retiré du marché en France visiblement, glimépiride 2,1 kg, gliclazide 1,8 kg, gliburide 2,6 kg, glipizide 2,2 kg, sitagliptine 0,55 donc 550 grammes et natéglinide 300 grammes. Donc, ce qui est intéressant de voir, moi, j'avoue que dans les médicaments, je suis pas médecin, j'y connais strictement rien et j'ai une vision, elle est peut-être légèrement supérieure, des connaissances légèrement supérieures à la moyenne parce que forcément dans les études, je vois passer certaines choses, mais globalement, je suis un ignorant sur les médicaments. Hein. Je suis pas médecin, j'ai pas suivi de formation de médecine là-dessus, donc je suis un ignorant. Mais par contre, ce qu'il me semble important de préciser, c'est que dans le discours ambiant, je sais pas si vous allez voir là où je veux en venir, mais quand on parle souvent de médicaments qui font prendre du poids, on parle très souvent des antidépresseurs. On a tous connu une personne autour de nous qui a fait une grosse dépression ou une déprime et qui a pris des médicaments, on l'a vu dans des reportages, et qui s'est plaint d'une prise de poids. Alors qu'on voit ici que ce ne sont pas les médicaments antidépresseurs qui sont les plus générateurs de surpoids. On voit par exemple qu'un antiépileptique peut faire monter à 2,2 kg. Alors pas tous, mais le gabapentine, 2,2. Et dans les antidiabétiques, c'est là où on a les plus hauts chiffres de prise de poids. Donc par exemple, tolbutamide, 2,8 kg, quasiment 3 kg. Gliburide, 2,6 kg. Et ne pas oublier que c'est face à un placebo. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter, quoi. Donc globalement, maintenant, quand vous entendrez des gens qui disent ah mais attention, les antidépresseurs ça fait prendre du poids, oui, mais ce ne sont pas ceux visiblement qui sont les plus générateurs de surpoids. Ce serait plutôt les antidiabétiques, antiépileptiques, antipsychotiques certains, alors que dans les antidépresseurs, il y a que deux molécules là visiblement qui ont été qui ont été observées, j'imagine. Donc c'est toujours pareil, après il faut prendre un certain recul par rapport à tout ça, dans le sens où évidemment ce ne sont pas des informations que vous allez retrouver largement diffusées. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a une industrie qui n'a pas forcément envie qu'on vienne la noircir, la ternir en disant que leurs médicaments, au-delà de soigner la pathologie, et encore faut voir si ça les soigne à chaque fois, ça peut faire prendre du poids, quoi. Et c'est vrai que c'est très intéressant, et j'en parle ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, alors des médecins, ça j'en suis sûr, puisque je les ai en échange par mail, etc., mais
peut-être aussi des psychiatres ou alors des personnes qui sont aptes à prescrire ce genre de médicaments. Et moi, je pense que d'avoir toujours cette approche, de voir l'individu qu'on a en face de soi, si c'est une personne qui est déjà en surpoids, qui se bat déjà avec du surpoids, peut-être qu'il faut essayer de trouver des alternatives. Alors des alternatives certainement en termes de molécules, parce que si la personne a besoin d'un traitement, elle a besoin d'un traitement, c'est comme ça. On va pas chercher à lui donner autre chose, mais d'essayer quand même de faire un travail cohérent par rapport à l'individu qu'on a en face de soi. Et pareil, je prends un exemple complètement opposé. Encore une fois, là c'est la parole d'un néophyte dans ce domaine-là, puisque encore une fois, je précise que je ne suis pas médecin. Si on a par exemple un individu ou une personne, quelle qu'elle soit, qui souffre de TCA de type anorexie, donc en fort sous-poids, probablement qu'un médicament qui engendre également une petite prise de poids, ça pourrait être intéressant. Donc par exemple, la personne est déprimée parce qu'elle est sévèrement anorexique, de lui prescrire un antidépresseur qui l'aide à reprendre gentiment du poids, il me semble que ça peut être intéressant, sauf évidemment si elle n'est pas encore prête et si elle n'a pas encore accepté et si elle n'a pas encore le désir de reprendre du poids. Parce qu'évidemment, si elle veut encore perdre du poids tout en voulant soigner sa déprime, ça peut faire les bienfaits peuvent annuler finalement, enfin voilà quoi, les effets négatifs annuleraient les bienfaits. Mais bon, voilà, je pense qu'après c'est du cas par cas, heureusement, c'est pas du général. De toute façon, comme je disais dans le cours qui va sortir la semaine prochaine, il n'existe pas de personnes moyennes en fait. On est tous plus ou moins individuels quoi. Donc après, il parle. Allez voir si vous voulez l'article. Alors, il parle aussi de ceux qui sont associés à la perte de poids. Donc, ils vont dire que dans les antidiabétiques, par exemple, il y a la metformine, 1,1 kg, l'acarbose avec 400 grammes, miglitol 700 grammes, pranlintide 2,3 kg, liraglutide 1,7 kg, exénatide 1,2 kg. Dans les anti-épileptiques, on a le zonazamide, 7,7 kg. C'est impressionnant. Topiramate, 3,8 kg. Donc les anti-épileptiques, le problème, c'est qu'il faut faire attention à ceux qui vont les utiliser que pour ça. Ne faites pas de bêtises. Ne vous amusez pas à vous mettre des substances. N'oubliez pas qu'un traitement médicamenteux devient intéressant quand la présence du trouble est plus importante et plus nocive que la possible arrivée d'effets secondaires. Il faut toujours réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'une personne saine qui prend un médicament qui a des effets secondaires, la personne saine a que du négatif, puisqu'elle va avoir les effets secondaires, mais vu qu'elle n'avait pas de pathologie, ça servait à rien. Mais par contre, une personne, et puis d'ailleurs, il y a des médicaments, qui viennent tamponner des absences physiologiques, par exemple les sécrétions hormonales, etc. Et si on s'amuse à en prendre, regardez par exemple les traitements, le dopage à la testostérone. La personne a un taux normal, elle en prend pour avoir un taux supraphysiologique, donc au-delà de la nature, quoi. C'est différent d'une personne qui aurait par exemple un taux de testostérone complètement dans les chaussettes et très bas et voire nocif, parce que là elle s'expose à des problèmes au niveau de la prostate, au niveau d'ailleurs de la santé générale, et donc là lui apporter cette substance, cette hormone, la ramène plutôt sur un équilibre santé. Donc une personne saine qui prend un médicament, ça n'est pas sain. Nous pensons toujours balance bénéfice-risque, quoi. D'ailleurs, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc ensuite, il parle aussi d'un médicament utilisé pour le sevrage du tabac, qui s'appelle le bupropion, avec 1,3 kg en moins de perdu, donc qui engage la perte de poids, et un antidépresseur qui s'appelle la fluoxétine, donc qui fait perdre 1,3 kg. Donc ils disent pour de nombreux autres médicaments, par exemple prescrits contre l'hypertension ou des antihistaminiques, les modifications de poids n'étaient pas significatives ou les preuves faibles. Donc on voit quand même que dans ces catégories de pathologies, donc ces catégories de médicaments, donc les antidépresseurs, le sevrage, les antiépileptiques, les antidiabétiques, on peut avoir quand même un lien assez fort avec le poids corporel, quoi. Donc voilà pour ce sujet. Donc je passe au deuxième sujet qui est
un petit peu plus fun parce qu'on parle pas de pathologie, on parle des sportifs. Donc c'est un petit peu plus intéressant bien que le sujet d'avant soit, à mon sens, c'est à vous d'en juger. De toute façon, c'est pas à moi de juger si mon podcast est intéressant ou pas d'ailleurs. Mais là, ce sujet est plus, on va dire, sur une dynamique plus positive. Donc là c'est un article de Cerveau et Psycho de Bénédicte Salthun-Lassalle qui explique, donc là je vous donne son introduction, suivre sans arrêt le ballon ou la balle du regard tout en percevant le mieux possible le reste de son environnement, conduire à toute vitesse une voiture ou une moto sur un circuit sinueux, descendre une piste de slalom au cimetière près sans enfourcher les portes. Pour faire tout cela, il faut une bonne acuité visuelle dynamique qui consiste à détecter et à suivre de petits détails en mouvement. Donc voilà, la conclusion en gros, quelques tasses de café devraient aussi les y aider, d'après Béatrice Redondo de l'Université de Grenade et ses collègues. Donc en fait, ils ont étudié, ils ont fait des tests. Alors on sait déjà que la caféine est un psychostimulant qui rehausse certaines fonctions cognitives, comme la vigilance et la motricité. Mais depuis quelques années, on s'intéresse aussi à ses effets sur la perception visuelle. Car notre environnement est nouveau, pas du tout, c'est pas ce qui est écrit, car notre environnement est souvent changeant, je sais pas pourquoi, d'accord, c'est parce que c'est écrit sur le côté, est souvent changeant et presque toujours en mouvement. De sorte que pour s'y adapter, il est préférable de jouir d'une bonne acuité visuelle. Pour tester cette dernière, les chercheurs ont recruté 21 personnes en bonne santé et dotées d'une bonne vision. Âgés en moyenne de 22 ans, ils leur ont donné soit un placebo, soit une capsule contenant 4 mg par kilo de poids corporel de caféine, correspondant à l'absorption de 2 tasses de café. Ils veillaient en outre à ce que les participants ignorent s'ils recevaient de la caféine ou un placebo, ce qui est intéressant. Ça, c'est bien de fonctionner comme ça. Avant l'ingestion et 1 heure après, les volontaires passaient un test d'acuité visuelle dynamique assisté par ordinateur. Par exemple, ils devaient identifier l'orientation des branches d'une lettre majuscule E se déplaçant sur un écran. Et s'ils parvenaient, le stimulus mobile bougeait de plus en plus vite et était de plus en plus petit. Donc les résultats. Ils ont révélé que les personnes ayant consommé de la caféine avaient une précision visuelle dynamique plus élevée que les sujets n'en ayant pas pris, ainsi que des temps de réaction plus brefs quand ils devaient déterminer l'orientation des branches d'une lettre, etc., etc. Les chercheurs ont par ailleurs confirmé que la caféine améliore également la vitesse des mouvements oculaires et la sensibilité au contraste, 2 facteurs intervenant dans l'acuité visuelle. Alors même si vous n'êtes pas grand sportif, quelques tasses de café stimuleront votre vigilance et votre perception visuelle afin de ne rien rater de ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être intéressant de toute façon nous on le sait pour les sportifs de force entre guillemets, musculation, crossfit, tous ces sports, powerlifting et tout. La caféine a quand même une efficacité quand même avérée au niveau du système nerveux, de la force. On sent que c'est mieux. Et moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la perception. Alors vous allez voir, ça n'a rien à voir du tout avec je vais vous basculer sur le bien-être, mais vous savez, de mieux percevoir les contrastes dans un environnement, c'est de mieux percevoir aussi la beauté des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une belle tenue, un beau tableau, des choses assez jolies, souvent, c'est que vous savez, souvent par exemple, pourquoi la photo en noir et blanc plaît beaucoup ? Parce qu'en fait, on joue beaucoup sur les contrastes, le blanc et le noir, quoi. Et d'avoir une meilleure sensibilité au contraste, ça permet de voir certainement plus de nuances à l'intérieur de quelque chose, d'un objet, d'une toile, ou même d'une œuvre à la télé, quoi, tout simplement. Et ça permet d'en profiter mieux, donc de se faire plus plaisir, quoi, quelque part, de plus apprécier ce que l'on voit. Mais en tout cas, si en plus de votre sport, parce que je sais très bien que vous qui m'écoutez, certains font que de la muscu, mais certains font de la muscu plus un autre sport, notamment par exemple, si vous êtes boxeur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boxeurs qui m'écoutent, d'avoir une meilleure vitesse de mouvement oculaire, c'est quand même bon pour pouvoir prédire un coup, anticiper, parer, etc., de pouvoir voir où se place l'autre combattant, etc. Et donc c'est intéressant de voir que la caféine, une simple substance consommée au quotidien, peut aider à ça.
Et inversement, une personne qui s'en priverait parce que il décide d'arrêter le café pour tout un tas de raisons qui le concernent et qui n'arriverait pas à comprendre pourquoi il note des baisses de performance ou d'agilité, etc. Ben ça peut être lié à ça, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce. Ça me semblait intéressant d'en parler parce que c'est vrai que la caféine, qui a eu pendant très longtemps une étiquette négative, limite de drogue, etc., qui aujourd'hui de plus en plus se révèle sous un jour un peu plus clair, et un peu plus positif et agréable à voir quoi. On est plus sur la caféine, danger, drogue, etc., mais plus sur la caféine dans des doses modestes, on va dire. Ça peut devenir quelque chose d'intéressant pour le sportif et pour certainement aussi la personne dans la vie de tous les jours, quoi. J'avais envie de parler également de dormir sans récupérer. C'est un article que j'ai trouvé sur planetsanté.ch qui explique justement que que le sommeil sans récupération, donc c'est-à-dire dormir sans avoir l'impression d'avoir dormi le matin, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Donc là, ils mettent en premier titre le sommeil non réparateur est assimilé à de l'insomnie. Donc en fait, vous savez, quand on parle d'insomnie, souvent les gens disent c'est parce qu'on dort pas. La personne n'a pas l'impression, ne dort pas du tout de la nuit. Mais en fait, non, l'insomnie peut être aussi un sommeil non réparateur. C'est-à-dire que on dort, on sait qu'on a dormi, mais quand on se réveille, il n'y a pas eu de vrai sommeil parce que on s'est réveillé plusieurs fois, on a eu du mal à se rendormir, etc. Donc l'insomnie, sous toutes ces différentes formes, ça touche à peu près 15% de la population. Et il se traite avant tout par des mesures d'hygiène de vie. Donc c'est pas en premier lieu, par exemple, par des médicaments, mais plutôt par de l'hygiène de vie. Alors ils disent de quoi on parle quand on parle de ça. Ils disent de se réveiller le matin avec un sentiment de fatigue et une plainte très fréquente chez les patients par rapport quand ils vont chez leur médecin. Ils disent que pourtant le sommeil non réparateur est une forme d'insomnie. Par insomnie, il faut entendre des difficultés à s'endormir le soir, à se rendormir en cas de réveil nocturne et ou à dormir suffisamment bien pour se réveiller le lendemain avec la sensation d'être reposé. Alors on vit tous ça plus ou moins à plus ou moins grande échelle. Il y a des matins, vous voyez bien, vous vous réveillez, vous sentez que vous pouvez avaler une journée compliquée avec du sport, avec de la charge mentale, etc., sans problème. Et des matins où vous sentez que vous êtes moins résistant à la journée. Et ça, souvent, c'est dû à un sommeil qui peut être de plus ou moins bonne qualité. Donc les symptômes les plus fréquents sur les activités de la vie quotidienne, après, c'est la fatigue au réveil, somnolence en cours de la journée, problème de concentration, perturbation de l'humeur, etc. Alors je rajouterai pour les sportifs que ça peut être, vous savez, ce sentiment de pas avoir envie de faire du sport, mais que c'est pas lié au physique, donc c'est pas le corps qui n'a pas envie, mais c'est le mental qui a du mal à y aller. Je pense que quand vous avez un petit peu de bouteille en sport, en muscu et tout ça, vous avez déjà senti ces séances-là, juste avant une séance, où vous n'avez pas envie de faire la séance, mais vous sentez que ça n'est pas physique, parce que votre corps, il est plutôt... il serait presque apte à le faire, mais c'est votre mental qui est épuisé. Et donc, si vous poussez un petit peu à faire cette séance, vous vous rendez compte qu'au bout de peut-être 15-20 minutes d'entraînement, ça y est, vous êtes dedans. C'est comme si, et parfois d'ailleurs les séances sont même mieux qu'à d'autres moments. Et donc là c'est vraiment c'est très mental en fait, c'est pas du tout physique. Contrairement par exemple à une séance de musculation, c'est pareil, ça c'est arrivé à tout le monde, où vous vous sentez très énergique, très désireux de faire une séance très très lourde et tout ça, et puis vous passez sous la barre et vous comprenez pas pourquoi, vous avez la pêche comme pas possible, mais votre niveau de force il est peut-être 5% plus bas ou 10% plus bas que d'habitude. Donc là, c'est très différent parce que la motivation et l'élan est là, mais au niveau du système nerveux pur, on va dire, de la jonction, la connexion entre votre intention et le mouvement, ce qui se passe en fait, sous la barre, et ça n'a pas bien récupéré. Et vous n'êtes pas aussi fort que vous vous y attendiez. Donc on peut avoir des surprises en fait dans les deux cas de figure. C'est pour ça que le sport et surtout la musculation, moi j'en parle parce que c'est ce que je pratique, c'est très individuel et c'est une longue quête d'apprentissage
de soi, en fait, de comprendre comment on fonctionne et toujours avoir, ce que j'explique souvent dans les programmes que je propose sur le site, d'avoir souvent un plan B, en fait, en permanence. Et là, d'ailleurs, dans le podcast, si je peux vous donner un conseil, essayez de vous fabriquer des plans B. C'est-à-dire des plans B, si j'arrive à la salle et que je vois que ma force n'est pas là, alors je fais ce plan B. Et d'avoir un plan B. Plan B veut pas dire je rentre à la maison, j'allume Netflix et j'ouvre un paquet de chips. Ça veut dire je vais faire un entraînement qui sera peut-être plus sur de la série longue, ou je vais faire par exemple du gainage que je fais trop peu fréquemment, ou du stretching, ou de la coiffe des rotateurs, ou voilà, ou un petit point faible en série longue, ou des mollets, enfin voilà quoi, ou des abdos, ou peut-être même du cardio quoi. Mais toujours avoir un plan B qui permettra justement, au lieu de sauter la séance, de plutôt la transformer en quelque chose de positif. En fait, quoi qu'il arrive, de toujours pouvoir faire quelque chose. Comme ça, au moins, vous êtes plus du tout soumis aux séances ratées, quoi. Alors, je continue un petit peu par rapport au sommeil. Donc ils disent l'insomnie peut par exemple être induite par une dépression, des douleurs ou de la fièvre. Dans ces cas, elle est dite secondaire. On parle d'insomnie primaire lorsqu'elle n'est visiblement liée à aucun problème de santé précis, mais à des facteurs plutôt intrinsèques comme la tendance à mal dormir depuis l'enfance, donc avec un terrain génétique, des difficultés à lâcher prise au moment de s'endormir, de la sensibilité particulière au bruit, au stress, etc. Et donc cette forme d'insomnie, elle représenterait 30% de tous les cas chroniques. À noter que la dépression entraîne presque toujours des troubles du sommeil et que ceux-ci sont considérés comme un facteur de risque de dépression. Donc vous voyez que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si vous manquez de sommeil, vous êtes plus à risque de faire une dépression, et si vous faites une dépression, vous êtes plus à risque d'avoir des problèmes de sommeil. Donc, toute forme confondue, l'insomnie concerne entre 15 et 30% de la population. Sa prévalence tend à augmenter avec l'âge. Au-delà de 65 ans, on est à 50% des personnes qui sont touchées, principalement les femmes, 28% contre 20% pour les hommes. Chez les octogénaires, l'insomnie est presque 2 fois plus fréquente que chez les jeunes adultes, 36% contre 19% chez les 15-24 ans. Donc alors tout ça c'est un article suisse, donc voilà, ça ressemble quand même, j'imagine, beaucoup à ce que nous on pourrait avoir en France. Alors que faire? Il passe des petits conseils. Et puis je vais vous en parler tout de suite. Donc voici les 9 conseils qu'il recommande. Donc déjà, se rappeler que le sommeil le premier point, c'est se rappeler que le sommeil vient d'autant plus facilement qu'on le laisse venir au lieu de s'acharner à le rechercher. Alors, j'ai petite précision, c'est vrai que ce conseil revient très souvent chez les spécialistes, et toutes les conférences, beaucoup d'études que j'ai pu lire sur le sujet, les spécialistes disent une chose, par exemple, si vous vous mettez au lit, vous arrivez à dormir 1 heure, 2 heures, et que vous vous réveillez, et que là, impossible de retrouver le sommeil. La meilleure chose à faire n'est pas de rester au lit et de ruminer, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Levez-vous. Allez dans le salon, allez ailleurs, dans une autre pièce, prenez un bon bouquin, alors ne vous mettez pas devant la télé, ne vous stimulez pas avec des écrans, mais faites autre chose. Je sais pas, vous écrivez, vous ouvrez un bouquin, vous lisez, etc. et laissez le sommeil revenir. Il faut jamais s'acharner à le trouver. Et d'ailleurs, j'écoutais une conférence je crois que c'est un psychiatre spécialiste dans le sommeil, qui expliquait qu'il faisait, il travaille dans une clinique où ils étudient le sommeil chez les gens. Et donc, il étudiait les insomniaques, et il voulait voir, en fait, si ceux qui se disaient insomniaques étaient vraiment insomniaques. En fait, ils dormaient pas du tout. Donc, ils les font venir dans la clinique du sommeil. Et en fait, ce qu'ils leur disent, on va vous placer des capteurs partout sur la tête, etc., pour pouvoir voir ce qui se passe, en fait, quand vous vous mettez au lit. Mais surtout, faut pas dormir. Comme à la maison, faut faire une insomnie. Et le fait de leur dire ne dormez surtout pas, ça a créé un désir tel à dormir qu'ils se sont tous endormis. Donc on voit bien que quand on se force à dormir, on dort pas, et quand on se force à pas dormir, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Voilà. Je sais pas pour ceux qui ont déjà travaillé de nuit. Moi, c'est mon cas. J'ai travaillé pendant de nombreuses années de nuit.
on doit pas dormir quand on travaille de nuit, parce que si on dort, on travaille plus. Donc, il faut rester éveillé. Et ben, le fait de se dire, je ne dois pas dormir, et la fatigue n'a jamais été aussi écrasante qu'à ce moment-là. Alors que quand vous êtes en soirée avec des amis, il peut être 1h, 2h du matin, et vous avez un bon niveau d'énergie, parce que personne vous dit, faut dormir, faut pas dormir. Vous êtes dans un bon truc. Mais quand on vous dit, il ne faut pas dormir, surtout pas, et ben, c'est le meilleur moyen d'avoir envie de dormir. Et inversement. Si vous vous dites, je dois dormir, vous ne dormirez pas. Deuxième conseil, bannir la télévision et les écrans de la chambre à coucher. Alors ça, moi je suis d'accord, mais on vit dans un monde quand même qui est de plus en plus connecté. C'est comme ça. Si vous vivez avec quelqu'un qui regarde la télé, qui regarde un écran ou j'en sais rien, c'est voilà, les modes de vie sont tels qu'ils sont. Moi, je veux bien qu'on revienne à la bougie et au livre papier en permanence, mais voilà, il y a peut-être d'autres techniques. Et ça, d'ailleurs, j'en donne énormément des outils pour ceux qui ont la télé dans la chambre ou qui lisent sur des écrans et tout. Sur le site, j'avais fait des cours sur le sommeil, justement, avec beaucoup de conseils de style de vie par rapport à ça, aux écrans et tout, sans s'en priver, quoi. D'avoir vraiment des choses très concrètes à faire pour ça, quoi. Mais je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Ensuite, en troisième point, on a se coucher et se lever à heure régulière. Alors ça, c'est oui, et surtout se lever à heure régulière plus que se coucher. Ne se mettre au lit que pour dormir quand on a sommeil. Ouais, c'est vrai que de passer le moins de temps possible dans la chambre, en fait, que la chambre soit juste l'endroit où on dort. En fait, on dort et on pratique des activités en couple, etc. Mais vous avez compris, quoi. C'est pas l'endroit. Il faudrait pas que ça soit un endroit où on fait ses factures, on fait, je sais pas, enfin voilà. Il faut que ça soit le temple, ce qu'on appelle le temple du sommeil, quoi. Cinquième point, éviter les somnifères, préférer les alternatives naturelles, par exemple les tisanes calmantes. Ensuite, pratiquer une activité physique régulière en évitant les efforts violents le soir. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, évitez de faire des séances, de tester vos maxi, au squat, au développé couché, au soulevé de terre à 21h. Ça peut être une bonne idée. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Alors avant, on disait c'est parce que le système nerveux est excité. C'est surtout en fait parce que chez certaines personnes, la température corporelle a du mal à redescendre après une séance de sport. Alors elle reste élevée pour tout le monde, mais il y a des personnes chez qui cette température met plus de temps. Et vu que pour s'endormir, le cerveau a besoin de tomber 1 degré, en gros, je schématise, pour pouvoir trouver le sommeil, et ben si vous avez une température plus élevée à cause de votre entraînement, ben ça va d'autant plus affecter l'endormissement. Donc ensuite, on a s'exposer au soleil dès que la météo le permet. Donc en fait, en gros, voir la lumière du jour le plus tôt le matin possible. Donc essayer de voir la lumière du jour. Alors ceux qui conduisent, qui sont dans les bouchons et qui ont le soleil dans le visage, dans votre malheur, c'est très bien pour votre sommeil, mais globalement ceux qui passent du métro souterrain au bureau sous les néons, essayez quand même de régulièrement aller voir la lumière du jour dans la matinée, parce que c'est un puissant synchronisateur, je sais pas comment je dis, mais bon bref, ça synchronise en fait votre cerveau perçoit qu'il fait jour, donc vous êtes actif, et quand il fait nuit, normalement il est censé déverser de la mélatonine pour vous indiquer que ça va être le moment de se coucher, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus fatigué l'hiver que l'été, puisque justement les jours sont plus courts. Donc il y a moins de présence du soleil. Éviter les excitants comme le thé, le café, l'alcool et le tabac également. Choisir un matelas confortable. Alors ça, c'est vrai que la literie, j'avais même fait un cours là-dessus aussi, parce que je trouve ça toujours intéressant, mais pour un endroit, enfin pour quelque chose où on passe entre 6 et 9 heures par jour, enfin sur 24 heures, je trouve qu'on y met assez peu d'intérêt. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont mettre plus cher dans un canapé que dans un lit. Il me semble que ça n'est pas cohérent. Le lit, c'est là où vous dormez, il faut qu'il soit de bonne qualité, etc. Un canapé, oui, effectivement, le canapé, il peut servir à impressionner vos proches, à vous plaire esthétiquement, etc. Mais il ne me semble pas cohérent d'avoir un canapé de mettre plus de temps de recherche dans un canapé que dans un lit. Puisque, par définition, la qualité de votre sommeil va définir, en fait, la qualité de votre journée. De votre séance de sport, de vos fonctions mentales, de tout, en fait, hein, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Et c'est vrai que, moi, j'ai mis des années
En fait, j'ai négligé pendant des années la qualité de la literie, quoi. Je me disais, bon, un matelas, on dort, et puis voilà. On a toujours en tête, à l'époque, il dormait sur des cailloux, sur du foin, et il s'en plaignait pas. Ouais, mais bon, aujourd'hui, on a ça, et on est peut-être un petit peu plus fragile qu'avant aussi. Ça, on a tendance à l'enlever de l'équation. On est peut-être un petit peu plus fragile qu'avant, et donc, du coup, on a peut-être besoin de quelque chose de plus confortable. Mais c'est vrai que de mettre la problématique, c'est que le matelas, la literie, c'est pas quelque chose qu'on peut montrer. On peut pas impressionner son voisin. C'est pas comme un beau canapé ou une belle bagnole garée devant la maison. On peut impressionner personne avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est. On sait très bien que les gens, tout ce qui est caché, pas forcément quelque chose de beau. Mais bon. Et là, le matelas confortable, la belle, et comme la chambre, hein, moi je recommande souvent pour votre chambre, la meilleure chose pour que ça soit beau, que ça soit agréable, faites en sorte de créer un espace que vous pourrez mettre immédiatement en location sur Airbnb. Est-ce qu'aujourd'hui, votre chambre à coucher pourrait être louée sur Airbnb en termes de déco, de confort, de plaisir à y être en fait? Et si la réponse est non, travaillez un petit peu de chaque week-end pour faire ressembler une chambre à une chambre Airbnb que vous pourriez proposer, qui serait désirable en fait, comme si vous étiez le locataire tous les soirs de que vous avez payé pour être dans cette chambre-là. Ça veut pas dire des objets chers dedans, ça veut juste dire quelque chose d'agréable. Voilà. Donc ce conseil, moi j'ai énormément travaillé sur le sommeil, hein, puisque c'est quelque chose qui est très très important pour le sportif, et il y a beaucoup de cours, mais je vous les mettrai en lien dans les notes, allez les voir, parce que si vous aimez les conseils pratiques comme ça peut vraiment vous botter, quoi. Donc voilà pour cet épisode, tous les liens sont en description, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors déjà on se retrouve jeudi à 18h en vidéo pour la question des auditeurs, hein, et des viewers, je sais pas comment on dit, et puis si vous voulez aller basculer sur la nutrition du cerveau, je vous ai mis le lien surligné en vert là dans les notes, et on se retrouve en vidéo de l'autre côté. Voilà, très bonne semaine à toutes et à tous, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.